L'équipe de RTVI se rend dans le sud de l'Afrique, où, il y a 30 ans, les colons blancs ont été chassés et où une génération entière de personnes libres a déjà grandi. C'est ici que l'on a extrait d'énormes diamants, qui brillent aujourd'hui sur les bijoux les plus chers du monde. C'est également d'ici que l'on a pris l'or et le platine pour ces bijoux. Plus tard, on y a découvert des éléments rares, sans lesquels la fabrication des voitures électriques modernes serait impossible. Et avec de telles ressources incroyables, comment parvenez-vous à vivre dans une telle pauvreté, dans une Afrique indépendante ? L'Afrique, c'est un rêve où tu marches sur des sables d'or et où des diamants sont perdus parmi les pierres. Tends la main et ils sont à toi. Tu deviendras incroyablement riche, tu atteindras les sommets. C'est pour ce rêve que des milliers de personnes du monde entier sont venues ici. Certains ont réussi à faire fortune ici et à s'élever dans la société. Les autres se sont perdus à jamais dans ces sables. Beau pays, hein? Super méga classe, magnifique, non? Hein? C'est cool. Voici Ron, ancien des forces spéciales sud-africaines. Et voici André, lui aussi ancien militaire. Ce sont nos guides dans le sud de l'Afrique. Nous sommes dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud. Ici, la plupart des gens gagnent leur vie grâce aux mines. On trouve de l'or ici et plus près de la Namibie des diamants. Les fermiers élèvent du bétail et sur ces mêmes terres, on creuse. Comment ça? Oui. En Afrique du Sud, une personne peut obtenir une licence pour exploiter des ressources minérales. Dans d'autres pays, tout appartient au gouvernement. Ici, les fermiers sont exceptionnellement riches, mais ils vivent très repliés sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont des diamants. Des diamants. Et aussi parce qu'ils sont de bons fermiers. Le premier diamant a été trouvé par un garçon de 15 ans, issu d'une famille de fermiers blancs. C'était en 1866. La pierre gisait sur la berge de la rivière Orange. La rivière arrachait les diamants des roches volcaniques et les transportait jusqu'à l'océan. Lorsque la découverte est devenue connue, les fermiers ont abandonné leurs exploitations et sont partis à la recherche de pierres étincelantes. Puis, non loin d'ici, à Kimberley, on a trouvé dans le sol les célèbres cheminées diamantifères de Kimberlite, et tout a commencé. En Afrique du Sud, on découvrait des gisements de diamants. Jamais il n'y en avait eu autant. En quelques années, on en a extrait plus qu'en Inde durant toute son histoire. On continue d'en trouver encore aujourd'hui. Certains de mes connaissances viennent de ces régions. Ils ont eu une journée chanceuse et ont trouvé un diamant de sacrément beaucoup de carats. Et cela a assuré l'avenir de leur famille pour toute la vie. Et ils les ont simplement trouvés dans le sable? Dans le gravier, à 2 mètres sous terre. Mais combien d'argent il faut dépenser pour en trouver un? C'est grâce à ces mines que tout l'Occident a prospéré. C'est sur elles que l'Afrique du Sud elle-même s'est développée. Johannesburg est passé d'un village de chercheurs d'or à une grande ville. Des universités ont été créées car les mines avaient besoin de spécialistes. Pour transporter les matières premières, il fallait des routes et des ponts. On les a construits, tout cela pour extraire ces richesses du sous-sol. Mais si vous êtes si riche, pourquoi êtes-vous si pauvre? Petites villes ont été construites autour des mines ou près des grandes fermes. Aujourd'hui, elles semblent défavorisées. La pandémie a fait chuter les mines et elles ont entraîné tout le reste avec elles. Les rues sont peu fréquentées. Il n'y a d'animation qu'auprès des agences bancaires. C'est la fin du mois et aujourd'hui, c'est vendredi. Et ils sont tous venus pour toucher leur salaire? Oui, pour le salaire et les allocations. C'est pour cela que l'ANC est toujours au pouvoir, parce qu'il leur verse des allocations chaque mois. Combien reçoivent-ils? Cela dépend du nombre d'enfants qu'ils ont. Vous voyez, ils font souvent 3 ou même 4 enfants pour pouvoir toucher davantage d'aide. Je pense qu'on leur verse environ 1200 rand. Par mois seulement? Oui. Ce n'est pas beaucoup, vraiment. Disons, à peu près une centaine de dollars américains par mois. En plus, ils font des petits boulots ici et là.
Incompréhensible. Tu as une terre riche, mais elle ne t'appartient pas. Tu as, disons, des minerais, mais ils ne t'appartiennent pas non plus. Tu as quelque chose qui t'appartient, mais tu n'as pas d'argent pour l'exploiter. C'est vraiment une malchance. Malheur. La terre est généralement la propriété des fermiers blancs. Le simple fait de posséder des richesses naturelles ne signifie pas que les gens ordinaires en tireront un quelconque bénéfice. On appelle cela la malédiction des ressources, car il y a des droits sur la terre, qui remontent à des siècles. Et il y a des entreprises internationales qui sont responsables devant les actionnaires. En général, ce sont les fonds de pension des pays riches, et leur objectif est le profit maximal. Raymond Durkheim a étudié les ressources du continent africain pendant des décennies. Il est géophysicien, auteur de centaines de travaux scientifiques. Nous parlons de pourquoi les richesses souterraines attirent les gens. En Afrique du Sud, parmi les mines de platine, il y a d'immenses zones de bidonvilles. Les gens viennent là dans l'espoir de trouver un emploi dans la mine, ou peut-être de travailler dans un magasin, un atelier de réparation automobile, un snack bar, un salon de coiffure. Les mines elles-mêmes attirent les gens. Et c'est là que surgissent ces scènes sauvages, au milieu des montagnes d'or, des rangées infinies de bidonvilles. Dans ces terres se trouvent 90% des réserves mondiales de platine. Beaucoup d'or. Mais le logement abordable ressemble à ceci. Dans de telles cabanes en Afrique du Sud vivent 2,5 millions de familles. C'est comme ça que tout commence. Ils achètent un bout de terrain et commencent à installer ces trucs en zinc. C'est du métal, du zinc des toits. Ils installent une petite maison en zinc et c'est parti. Il y a trop de monde et ils continuent d'arriver, de plus en plus. Et s'ils viennent sur ton terrain et commencent à construire, tu ne pourras pas les chasser. Ce ne sont pas forcément des chômeurs. Des mineurs peuvent aussi y vivre. Selon la loi, s'ils ne s'installent pas dans le dortoir de la mine, ils ont droit à une allocation logement et ils l'utilisent souvent pour construire une cabane en zinc. Même si on leur augmente le salaire, beaucoup préfèrent acheter une antenne parabolique et continuent de vivre dans les bidonvilles. C'est un endroit vraiment ensorcelé parce que là-bas, il y a ce charme de l'or et des diamants. Les gens ont les yeux qui brillent et cela fonctionne encore aujourd'hui. Tu comprends que c'est une question de chance. Tu creuses à un endroit, tu trouves un diamant. Un énorme diamant, c'est possible. L'or, c'est plus compliqué, c'est possible aussi. Ce sont des gens qui vivent encore comme ensorcelés par ce charme des diamants, de l'or, des richesses incroyables. Et c'est étrange. Tu vois partout des villages misérables, ruines, cabanes, Dieu sait quoi. Tu vis tout le temps dans l'imagination. Tu imagines une autre vie, comment elle pourrait être. Mon Dieu, quel bazar. Ils s'en moquent tout simplement. Ils jettent des déchets n'importe où. Et le vent disperse tout. Personne ne sait exactement comment les bénéfices des entreprises extractives sont répartis. Ces données sont confidentielles. Selon leurs propres rapports, les entreprises paient aux communautés locales en Afrique du Sud 125 millions de dollars par an, mais elles gagnent des centaines de fois plus. Les entreprises soutiennent des régions entières, mais c'est une emprise mortelle, car personne d'autre n'ose s'y aventurer. Les entreprises extractives sont globalement d'accord pour dire qu'elles fournissent du travail, des écoles, des hôpitaux aux locaux. Mais vous prenez la responsabilité de toute une région et en devenez le maître. Et cela, à son tour, rend la région moins attrayante pour les investisseurs. Les investisseurs préféreraient éviter une telle responsabilité sociale. Les mines développent. Tout autour, elles construisent des ponts, des universités, elles élèvent le pays. Mais elles l'élèvent pour elles-mêmes, pour les mines. C'est-à-dire que les mines engendrent d'autres mines. Cette dépendance aux ressources ne fait qu'empirer. Bien que tu te développes comme un pays de ressources. Et ce n'est pas une impasse, mais c'est presque ça. Des lieux incroyables. Ici, on a trouvé le plus gros diamant de l'histoire de l'humanité. Ici, à la recherche d'or, on a creusé la mine la plus profonde de notre planète. 4 km de profondeur. Mais cela n'a pas enrichi les Sud-Africains eux-mêmes. 63% des citoyens vivent dans la pauvreté. Et en moyenne, les revenus sont même inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. D'accord, vous avez manqué
La ruée vers les diamants et l'or, mais le 21e siècle offre à l'Afrique une autre, énorme opportunité qu'il ne faut pas manquer. Au début de ce siècle, l'Europe, puis la Chine, ont annoncé des plans pour une transition verte. Ils renonceront à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, au profit d'une énergie propre, l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Mais pour cela, il faudra beaucoup de cuivre, ainsi que du cobalt, du lithium et bien d'autres choses. Et tout cela se trouve en Afrique, et parfois uniquement en Afrique. Pour réaliser la transition verte vers les sources d'énergie renouvelables, des minéraux rares et inhabituels seront nécessaires. Pour la fabrication des éoliennes, des cellules solaires. Ce sont des éléments de terre rares. L'Afrique possède de grandes réserves de ces minéraux, ne serait-ce que parce que l'exploration géologique y a été peu développée. Voici l'occasion de sortir de la pauvreté. Et il semble que tout soit là, le pouvoir, les opportunités. Est-ce que cela réussira cette fois-ci? Pour obtenir la réponse, nous nous rendons en Namibie, qui a compris avant les autres quelles opportunités grandioses offre la transition verte. En fait, en réalité, cette carte montre qu'il n'y a vraiment pas tant de villages autour. Juste rien, au milieu de nulle part. Tu parles de la Namibie? La Namibie compte seulement 3 millions d'habitants, et ce pays doit devenir non seulement un leader régional, mais aussi un leader mondial de l'énergie verte. C'est ce que disait le président de la Namibie, Hage Geingob. Il a constamment convaincu la direction de l'Union européenne de cela. Et l'Europe s'est impliquée. Des plans d'investissement de 10 milliards d'euros ont été élaborés. En gros, ici, un autre Dubaï devait émerger, au minimum. Il y a encore beaucoup d'animaux sauvages ici. Léopards, serpents, scorpions. Et le temps change tout le temps, une chaleur terrible, le jour, et un froid glacial la nuit. Facilement en dessous de zéro. Eh bien. Oui, il y a plein de scorpions dans les sables. Mais qui cela a-t-il arrêté? Il y a 100 ans, lors de la ruée vers les diamants, il y avait une affluence de visiteurs. Pour arrêter l'exploitation sauvage, une zone interdite a été créée juste après la route. On ne peut toujours pas y accéder, bien que toutes les pierres précieuses en aient été extraites. Il y a certaines zones où l'entrée est interdite. Est-ce parce qu'elles sont en propriété privée? C'est à cause des diamants. Le territoire est contrôlé par l'État et les entreprises. Et il n'y a pas de route ni d'accès. On peut y aller en véhicule tout-terrain. Est-ce que cette zone interdite est vraiment surveillée? Ils la surveillent toujours. Mais c'est tout de même une zone très vaste. À gauche, des maisons abandonnées et des villes entières. Ils ont été construits de manière solide. Les gens pensaient que l'extraction de diamants durerait longtemps. Il y a ici une voie ferrée complètement irréelle, ensevelie par le sable. On dit qu'un train y passe parfois, mais nous ne l'avons jamais vu. Quand les diamants se sont épuisés, c'était comme si ces villes avaient été privées d'oxygène. La vie s'y est arrêtée. Et aujourd'hui, nous ne voyons que leurs coquilles desséchées. Regardez à gauche là, aussi une ancienne mine. Elle est maintenant abandonnée et ressemble à une maison hantée. Et là-bas, il y a encore un réservoir d'eau. Il y a une gare ferroviaire là-bas. Oui, au début, c'est ce qu'ils faisaient. Ils installaient une mine et y construisaient une voie ferrée. Donc, l'eau était probablement destinée aux locomotives à vapeur qui allaient et venaient. Les noms des stations rappellent qu'au début du XXe siècle, la Namibie était une colonie allemande. Devant nous, Lüderitz, l'espoir de l'économie verte. Un petit port avec une population de 17 000 personnes, un bout de terre habité par des gens. Ensuite, c'est le désert total. Sur 400 km, pas une âme qui vive. À gauche, l'océan. À droite, le désert. Et un vent perçant effrayant, qui rend froid même en plein jour. Un endroit maudit,
des côtes dangereuses. Il y a toujours du brouillard ici et de puissants courants océaniques. Parfait pour un naufrage. Et personne ne viendra à l'aide. Les ports les plus proches sont loin. Ce navire a été échoué sur la côte tout récemment, en 2008. Il y a encore 1 millier d'épaves de navires autour. C'est la côte des squelettes. On dit de ces lieux, Dieu a créé cette terre quand il était en colère. Au XXIe siècle, il s'est avéré que la colère de Dieu pouvait être monétisée. Vous devriez visiter le musée maritime. Nous parlons avec Phil Bléchat, le maire de Lüderitz, de la chance de la Namibie. Au lieu d'extraire des minéraux du sol, elle va commercer avec l'air, l'énergie éolienne et solaire. Et de cela, il y en a en abondance à Lüderitz. Nous sommes au 3e rang mondial pour le potentiel de développement de l'énergie éolienne et solaire. Et quels sont les deux autres? L'Himalaya, où il est impossible de construire quoi que ce soit. Et la 2e place revient au Chili. Le Chili fait quelque chose, mais il y a une certaine instabilité politique qui gêne. Et maintenant, imaginez que cette ville endormie se transforme en un centre énergétique mondial. Partout, il y a des éoliennes et des panneaux solaires. Ici, il y a une station de dessalement, là, d'énormes pipelines, une usine de production d'ammoniac vert. Le port devra être agrandi pour accueillir de grands navires. Et quel excellent détail! Au lieu de contourner l'Afrique par l'Est et de passer par le golfe d'Aden, où les Houthis lancent des missiles, les pétroliers iront en Europe le long de la côte ouest de l'Afrique. Un énorme avantage pour la sécurité. Je pense que ce sera une révolution. Un boom des transports maritimes, des liaisons aériennes, d'énormes livraisons d'équipements, des transports routiers. L'effet se fera sentir partout, dans toute la Namibie. Le projet a un sponsor solide, l'Allemagne. À Berlin, cette direction a été qualifiée de stratégique. Bien sûr, la Namibie libérera l'Europe de la dépendance au gaz russe. Il reste à trouver quelque part 10 milliards d'euros. C'est presque comme tout le PIB de la Namibie. Et pendant que les stratèges dessinèrent des chiffres et des schémas, une nouvelle réalité s'est soudainement rappelée à nous. Nous sommes en Afrique indépendante. Les leaders des tribus Namo et Herero se sont opposés au projet. Ils ont rappelé à l'Allemagne que lorsqu'elle dominait ici en 1904, elle a commis un génocide. Elle a réprimé brutalement le soulèvement de ces tribus, les a chassés dans le désert vers une mort certaine et a envoyé certains dans des camps de concentration. Les premiers camps de concentration du XXe siècle. Et, comme par hasard, l'un d'eux se trouvait justement à Lüderitz, sur l'île des Requins, où une rénovation pour un projet vert est prévue. Ici, plusieurs milliers de personnes sont mortes pour eux, à cause du travail pénible, de la faim et de ce vent pénétrant. Ils ont pratiquement construit cette ville. Les prisonniers ont construit le chemin de fer, ont construit les mines, et maintenant, il ne reste même plus la poussière du camp, car les corps étaient jetés dans l'océan où ils étaient dévorés par les requins. Pendant de nombreuses décennies, cette histoire n'intéressait personne. Le camp s'est effondré, il ne reste que des pierres. Ensuite, ils ont mis un camping. Les gens faisaient des barbecues, installèrent des toilettes sur les ossements. C'est ainsi que les choses se sont passées, jusqu'à récemment. Mais en 2018, l'Union européenne a renforcé les normes de transition vers l'énergie verte. Et il fallait faire quelque chose pour se conformer à ces normes. Peut-être que c'était juste une coïncidence, mais la même année, l'Allemagne a reconnu qu'elle avait commis un génocide contre les tribus Nama et Herero. Elle a promis au pays une compensation d'1 milliard d'euros. Les entreprises allemandes ont commencé à affluer en Namibie. Poignée de main, contrat. Il semblait que le passé était derrière nous. En avant, vers l'énergie verte. Mais ce n'était pas le cas. Les représentants des tribus ont déclaré que personne n'avait engagé de négociation avec eux. Ils ne sont pas satisfaits du montant de la compensation. En fait, ils s'opposent à la construction sur l'île des Requins. Et puis d'autres détails ont émergé. Il s'est avéré que le président du pays, le principal promoteur de l'énergie verte, a fait un choix surprenant de partenaire international pour le projet, le consortium Hyphen Energy. Et il ne s'est pas consulté avec les autorités locales. Or, elles avaient déjà conclu des accords avec d'autres entreprises renommées sur des conditions avantageuses. Et maintenant, ces accords étaient bouleversés.
L'étonnement était alors exprimé par nul autre que l'actuel maire, Phil Balchow. À l'époque, il était dans l'opposition. Êtes-vous toujours surpris aujourd'hui? Honnêtement, oui. Nous avons eu des réunions avec des entreprises respectées qui réalisent des projets dans le domaine de l'hydrogène vert à travers le monde. Et quand on nous a informé que la société Hyphen avait gagné, cela a été un choc pour nous. Nous ne les avions jamais rencontrés. Ils n'avaient pas d'expérience évidente dans ce domaine. Ensuite, nous avons eu une réunion avec Hyphen et nous avons vu qu'ils faisaient partie de notre communauté. Mais avant cela, nous avions nos propres prévisions sur qui deviendrait le gagnant et quel soutien nous en recevrions. Malheureusement, nous n'attendons pas cela de Hyphen. Mais nous faisons ce que nous pouvons et travaillons étroitement avec Hyphen. Donc, un projet global qui pourrait changer le destin de la Namibie et du monde entier a été confié, pour des raisons obscures, à une entreprise qui n'a même pas d'expérience pratique. Et comment était-elle censée attirer des investissements de 10 milliards? C'est très étrange. Ou était-ce, dès le départ, une fantaisie pour attirer de l'argent étranger? Le président Hage Geingob ne pourra plus répondre à ces questions. Il est mort en février 2024. Et il s'est avéré qu'il n'y a pas d'autres enthousiastes pour le projet vert en Namibie. La transition verte s'essouffle. Les constructions ralentissent. Les agences ne peuvent pas harmoniser les lois. Les fonctionnaires se battent pour le contrôle des investissements étrangers, qui ne sont même pas encore là. Il était prévu qu'en 2030, l'Europe achèterait des centaines de milliers de tonnes d'ammoniac vert à la Namibie. En réalité, la Namibie n'a pas produit un seul kilogramme à ce jour. Les gens se projettent, imaginant qu'ici, dans 10 ans, ce sera un véritable hub mondial, énergie verte. Nous aurons des millions, il y aura des emplois ici. Je doute que cela se produise. L'ampleur est énorme. Il y a des milliards, des dizaines de milliards de dollars dans les plans. Mais la façon dont cela avance réellement suggère que cela pourrait se transformer en un gigantesque détournement de fonds. Déjà cette année, quelque chose aurait dû commencer chez eux. Construction, il n'y a rien. Encore une fois, ce sont tous des plans sur le sable. Oui, ça va venir, ça va venir. Quand cela arrivera-t-il? Les délais passent et toujours rien. Mais même si la construction du siècle se réalisait, elle passerait probablement à côté des habitants locaux. Le projet vert a besoin d'ingénieurs, de chimistes, de technologues. Les organisations spécialisées en Namibie ont déclaré qu'il n'y a pas de tels spécialistes dans le pays, et les investisseurs amèneront probablement leur propre personnel ici. Et le travail est très nécessaire ici. En Namibie, 400 000 personnes vivent dans des bidonvilles, y compris à Ludritz. Près d'un bar de bidonville avec un nom populaire ici, AK-47, nous faisons la connaissance de Michael. Sa famille vivait dans un village au nord de la Namibie, mais il y a une sécheresse là-bas. Les paysans font faillite et la famille a déménagé ici. Trouver travail? Non, pas de travail permanent. Parfois, je parviens à décrocher un petit boulot à la compagnie des eaux ou dans une entreprise maritime. Ils appellent, me convoquent quand ils ont quelque chose. Sinon, non. Et quel genre de petit boulot? Quand les navires arrivent et se mettent à quai pour le chargement, nous les chargeons et ils repartent. Où prenez-vous l'eau? Faut-il payer pour l'eau? Il faut payer par carte. Acheter une carte. Et combien faut-il payer? 300. Mais on peut mettre autant qu'on veut. Par exemple, même 10 $ namibiens. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Et depuis 30 ans. 30? 30 ans ici? Quel âge aviez-vous quand vous êtes arrivé ici? « 26. C'est un vieil homme. Cet endroit a-t-il changé durant ce temps? Rien ne change ici. C'est toujours comme ça.
Avec ce nouveau projet d'hydrogène vert, avez-vous l'espoir de trouver un emploi? Nous en avons entendu parler. Ça arrivera plus tard. Quelle est exactement votre spécialité? Je peux travailler comme soudeur. L'un des principaux défis pour l'Afrique a été la croissance démographique explosive. Dans les années 60, la population de l'Afrique du Sud a triplé et dans d'autres pays, elle a augmenté encore plus. Et l'une des conséquences du colonialisme et de l'apartheid est le faible niveau d'éducation, de masse. Et dans les grandes mines qui produisent la majeure partie des matières premières, l'équipement est très complexe. Et il est peu probable qu'on puisse y placer beaucoup de jeunes chômeurs. Quelqu'un des autorités municipales vient vous voir? Non. Jamais, pas une seule fois. Non. Et ces drapeaux, c'est... Ce sont drapeaux partis politiques. Vous allez voter ici? Oui. Pour qui? SWAPO. Et pourquoi pour SWAPO? C'est le parti au pouvoir et je les préfère. À ce moment-là, notre agent, dans les bidonvilles, nous informe qu'il est temps d'arrêter le tournage. Rester ici plus longtemps est dangereux. Alors? Il dit « Vous êtes fou? Qu'est-ce que vous faites ici ?» dit-il. Je dis « Alors quoi? Regardez, dit-il. Alors quoi? dit-il. Comme il est amical, je suis amical, dit-il. Les inamicaux se réveilleront. Heureusement, ils ne sont pas réveillés. Et ce sera pour vous, dit-il. Je lui donne un billet de 100. Je l'ai donné. Eh bien, tu vas aider, tu diras quand ce sera, le moment. Il dit « Commencez à vous préparer. » Mais déjà, c'est arrivé. Déjà, dit-il, il y a une. Alerte sur ceux qui se promènent ici avec des caméras. Pour ces gens, l'histoire tourne toujours en rond. À côté, de grands chantiers commencent l'exploitation de ressources inédites. Quelqu'un arrive, prend le profit, repart. C'était pareil il y a 100 ans, quand dans ces régions est apparue la ville étonnante de Kolmanskop. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme à 10 km de Lüderitz. Elle a été construite dans le désert par des colons blancs, des chercheurs de diamants. C'est une histoire étonnante de comment une mine a engendré toute une ville, puis l'a tuée. C'était probablement la ville la plus brillante de toute l'Afrique. Extravagante, magique, inimaginable. Aujourd'hui, même ses ruines paraissent majestueuses. Le premier diamant a été trouvé ici en 1908, par hasard sur les traverses de chemins de fer. Et quelques années plus tard, on y extrayait des diamants d'1 million de carats par an. C'était 12% de la production mondiale. Personne n'était là avant. Et voilà, déjà 1500 habitants. Dans ce désert reculé, on a apporté tout ce qui était possible du monde civilisé. Il y avait de l'électricité, des lampadaires, qui n'existaient presque nulle part ailleurs dans le monde. La première installation de radiographie dans l'hémisphère sud. Elle était nécessaire pour radiographier les travailleurs embauchés, pour vérifier s'ils n'avaient pas avalé un diamant au travail pour le voler. Il y avait un bowling, il y avait un casino. Il a été spécialement construit en Allemagne, chargé sur un navire, amené ici et remonté sur place. Il n'y avait même pas d'eau ici. Elle devait être apportée d'Afrique du Sud. C'était cher, mais pas pour les exploitants de diamants. Avec cette eau, on fabriquait de la glace, pour les divertissements. Les divertissements dans la ville étaient bien organisés. Des stars de l'Opéra d'Europe venaient ici. Les diamants pouvaient acheter absolument tout ce qu'ils voulaient. Il reste des souvenirs fragmentaires de cette vie, mais ils laissent une impression complètement folle. Les fêtes avec du champagne et du caviar s'étendaient sur plusieurs jours. La police à dos de chameau veillait à l'ordre. Et une famille avait un autruche domestique qu'ils attelaient à une charrette. À Noël, ils tiraient le traîneau à la place d'un renne. Beaucoup voulaient en toucher à une telle vie. Les ancêtres de Ron, notre guide d'Afrique du Sud, ont également participé à une telle frénésie. Mais pas dans celle des diamants, dans celle de l'or. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je venais ici avec mes parents. Je me souviens qu'on me parlait des diamants, des gens qui venaient ici en quête de richesse. Ma famille vient d'Écosse. Il y a des ancêtres d'Allemagne. Mon arrière-arrière-grand-père était impliqué dans l'extraction de l'or. Il achetait de l'or aux prospecteurs, le fondait, fabriquait des bijoux en or et les vendait à Johannesburg. Oh. Quelle période cela se passait-il? Environ vers les années 1830, à peu près. Mais ensuite, vous n'avez plus eu affaire à l'or? Non. Mon grand-père s'est lancé dans l'agriculture.
Et mon grand-père de l'autre côté, du côté allemand, travaillait dans la police. Donc, nous n'avons plus touché aux mines. Les premiers diamants, les plus accessibles, ont permis de faire fortune ici. Ensuite, les pierres se faisèrent de plus en plus rares et leur extraction est devenue un travail ardu. Et enfin, à des centaines de kilomètres d'ici, en Afrique du Sud, on a trouvé des gisements plus riches. Et ce fut le coup décisif. La dernière famille a quitté Kolmanskop au début des années 50. On peut imaginer avec quel sentiment les gens quittèrent la ville où certains avaient passé toute leur vie. La ville diamantée avec ses histoires incroyables s'est évanouie dans le passé. En Namibie, il ne reste que ce sable et ces murs. Maintenant, non loin d'ici, on prévoit de construire une autre ville, mais cette fois pour les participants au projet hydrogène. Un endroit ensorcelé. Si quelque chose ne va pas avec ce projet hydrogène, nous aurons dans le désert 2 villes fantômes. Des fantômes jumeaux, des monuments aux villes mono-industrielles, érigées au nom d'une idée humaine qui n'a pas tenu ses promesses. Oui, l'idée de tirer de l'argent de l'air était bonne, peut-être même trop bonne. C'est pourquoi beaucoup voulaient y participer. Les coûts de l'indépendance, chaque groupe a une voix, et cette voix doit être prise en compte. En gros, tout est actuellement enlisé dans les négociations. Mais la Namibie n'a pas seulement le soleil et le vent, elle possède du lithium, absolument nécessaire pour la production de batteries. Et nous nous dirigeons vers le nord, vers le village de Huis, où l'on extrait le minerai de lithium. C'est l'or du 21e siècle. Comment les habitants locaux vont-ils l'utiliser ? En chemin, on voit de plus en plus de drapeaux chinois et de camions avec des caractères chinois. La Chine s'est solidement implantée en Afrique. Elle produit des véhicules électriques, investit dans l'énergie éolienne et a grand besoin des ressources africaines. Autrefois, dans les années 60, quand la Chine était pauvre, elle était l'alliée des Africains dans la lutte anti-impérialiste. Maintenant, la Chine est devenue riche. Elle est elle-même un peu une empire. Et elle agit avec une envergure que l'Occident n'a jamais imaginée. Parce que derrière les affaires chinoises se tient l'État et il n'a nulle part où reculer. Au cours des 20 dernières années, la Chine est devenue un grand acteur. La Chine a secoué toute l'industrie. Il s'est avéré qu'il était possible de faire des affaires autrement. Dans le passé, les entreprises occidentales travaillaient pour maximiser les profits. Mais les entreprises chinoises, y compris celles d'État, étaient motivées non pas tant par la recherche du profit que par le désir d'assurer un approvisionnement ininterrompu en matières premières stratégiques et d'étendre l'influence de la Chine sur le reste du monde. Et c'est tout à fait légal. C'est ce que de nombreux peuples et empires ont fait dans le passé. Cela ne surprend ni ne choque. C'est ainsi que notre monde a changé. Nous passons maintenant devant la mine d'uranium de Husab. Un excellent exemple. Une entreprise chinoise l'a acheté en 2012. Et depuis, les Chinois la développent continuellement. Le plan est d'en faire la 2e mine d'uranium la plus productive au monde. Le chemin pour sortir de la pauvreté n'est jamais instantané. La Chine s'est également développée au cours des 50 dernières années. Ils y travaillaient comme des fous, je ne sais pas, pour des miettes pour le reste du monde. La Chine produisait tout de même, tandis que ces gars-là s'assoient sur des matières premières qui partent simplement, sans rien laisser. C'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux est lié au fait que tu as une malédiction des ressources, qui fait que, d'un côté, tu es riche, mais de l'autre, tu donnes pour une bouchée de pain et il ne te reste rien. Et pourquoi, en fait, pour une bouchée de pain ? Parce que plus le degré de transformation est élevé, plus la marge bénéficiaire est haute. Et d'Afrique, on extrait des matières premières non transformées, les moins chères. Mais à Huis, il s'est passé une histoire vraiment incroyable. Là-bas, une mine entière de lithium a été cédée aux étrangers pour rien. Et voici comment cela s'est produit. Il n'est pas facile d'être héros dans une petite communauté. Oui, messieurs, c'est Huis. Ici, nous avons de grandes réserves d'étain, de tantale. Et récemment, on a trouvé du lithium. Jimmy est un activiste du village d'Huis. Il y a beaucoup d'artisans dans la région qui collectent des minéraux sur le territoire de la communauté. Mais en 22, des étrangers sont apparus ici. Nous sommes allés à notre endroit habituel pour extraire du lithium. Et là, sortis de nulle part, 10 Chinois. Et ils ont commencé à demander ce que nous faisions ici. Nous avons dit, nous menons une activité artisanale.
Ils ont dit « Partez d'ici, sinon nous appellerons la police ». Les Chinois ont déclaré qu'ils avaient acheté toute cette terre au chef local, pour une grosse somme d'argent. Ils ont appelé la police et nous ont forcés à partir. Combien de lithium avez-vous réussi à collecter? Et qu'ont-ils fait des sacs de lithium que vous aviez déjà collectés exactement? Ils ont vidé les sacs, tout dispersé. Des gens sans cœur, qui ne savent pas partager. C'est une immense région où les mineurs indépendants collectaient des minéraux. Voici les gens à qui appartient cette terre. Et vous les chassez comme des chiens. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Êtes-vous retourné là-bas par la suite? Non. Je n'y suis plus retourné. Et comment gagnez-vous votre vie maintenant? Je travaille comme porteur d'eau. Il n'y a pas beaucoup de sources dans cette région. Je puise de l'eau aux fontaines et la distribue aux gens. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas suffisant pour vivre. Il y a une loi en Namibie. Même si une entreprise obtient une licence d'exploitation, elle doit obtenir l'accord du propriétaire du terrain. Dans ce cas, le chef traditionnel de la communauté locale. Les habitants ont commencé à se renseigner sur qui était venu ici et ont découvert qu'il s'agissait de la société chinoise Xinfeng Investment. Et l'entreprise avait un document, un accord signé par le chef local. Le lithium n'a pas été découvert là-bas hier. Nos aînés l'exploitaient déjà. Puis ces entreprises sont arrivées avec des licences d'exploration. Toutes ces choses dont les locaux n'avaient aucune idée. Le journal Namibie a découvert comment la société chinoise s'est retrouvée ici. Il y a une faille dans la loi qui permet aux artisans locaux de mener une petite exploitation. Et voilà qu'une entreprise namibienne a enregistré 10 parcelles à son nom, comme pour une exploitation artisanale. Elle a payé 160 $ américains pour cela. Et maintenant, attention. Le directeur de cette entreprise se trouve être le cousin du conseiller du ministère des Ressources naturelles. Le frère du conseiller vend sa part dans l'entreprise aux Chinois et ils commencent alors une exploitation du lithium qui n'est plus artisanale, mais bien industrielle. Pour une part dans l'entreprise, les Chinois ont payé 2 600 000 $, dont 300 000 ont été reçus personnellement par le frère du conseiller. Mais cet argent est allé à l'entreprise. L'État est resté avec ses 160 $. Et c'est de cette mine dans la région de Huis que la société chinoise a exporté 55 000 tonnes de matières premières de lithium pour des dizaines de millions de dollars. Les matières premières ont été expédiées à l'étranger. Que pouvait faire le chef local dans cette situation? Au minimum, exiger une compensation pour les dommages environnementaux ou s'assurer que les locaux soient embauchés. Mais comme l'ont découvert les habitants du village de Huis, il a simplement signé un accord en échange d'un ordinateur, de 12 chaises en plastique et d'un hamburger. Nous n'avons pas réussi à contacter les représentants de Xinfeng. Auparavant, ils avaient déclaré par le biais des journaux qu'ils n'avaient soudoyé aucun fonctionnaire et qu'ils extrayaient le lithium pour étudier sa qualité. Le conseiller du ministère a démissionné, rejetant les accusations. Et le chef local a nié avoir été soudoyé par un hamburger, mais a reconnu que les chaises et l'ordinateur avaient été remis à la communauté. En mars 2023, les habitants locaux ont manifesté contre l'entreprise chinoise. Francisca Tanissis, qui vit dans le village de Huis, dit que le chef local a vendu leurs intérêts. Elle parle une langue assez rare, le khoikhoi, avec ses clics et claquements caractéristiques. Quand la société Andrade Mining est venue ici, ils ont au moins rencontré avec nous et ont dit ce qu'ils allaient faire, même s'ils ont menti en disant qu'il y aurait du travail. Et puis la compagnie Xinfeng est arrivée. Ils n'ont rencontré personne d'entre nous, seulement le chef. Et il a tout signé. Et nous ne savions pas. Le chef nous a vendus. Regardez qui Xinfeng a embauché. Ils ont recruté des étrangers qui viennent maintenant ici et louent des maisons. Ils ne se soucient pas de la nature, ni du fait qu'il y a les tombes de nos ancêtres à ces endroits. Les 2 filles de ma grand-mère sont enterrées là où se trouve la mine. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas maintenant.
Nous ne pouvons pas y accéder. En novembre 24, le ministère des Ressources a fait une descente à Huis et a confirmé que la société Sinfeng menait une extraction illégale de lithium. Le ministère a lancé une enquête policière, mais l'entreprise n'est allée nulle part. En 23, le ministère avait déjà tenté de lui retirer sa licence. Sinfeng a intenté un procès et a gagné. Ainsi, le ministère menait l'enquête, tandis que l'entreprise continuait l'extraction. On peut dire ce qu'on veut des colons blancs, mais à leur époque, ils avaient au moins construit à Huis, sur la mine d'étain, un atelier de traitement primaire, où les artisans locaux pouvaient apporter leurs trouvailles et gagner plus. C'était dans les dernières années de l'apartheid. À l'époque, au lieu de bidonvilles, on construisait des petites maisons comme celle-ci. Et il semble qu'à l'époque, on achetait des voitures ici, à en juger par les restes qui se trouvent maintenant dans les cours. Comparé à aujourd'hui, tout semblait bien, nous a dit l'un des anciens du village. Il a refusé de donner son nom. Je ne veux pas opposer les gouvernements de la Namibie et de la Chine, mais je vais expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a rien de bon dans l'arrivée de Xinfeng dans notre région. Avant, les entreprises offraient au moins du travail aux jeunes, comme chauffeur par exemple. C'est ainsi que j'ai trouvé un emploi dans ma jeunesse. Il y a 20 ou 30 ans, c'était mieux? Oui. Avant, il y avait une usine de traitement primaire où l'on pouvait apporter le minerai extrait. Et là aussi, les locaux travaillaient. Bien sûr, la vie était meilleure à l'époque, pas comme maintenant. Les gens ne font qu'extraire les ressources et partent. Aucun bénéfice pour la communauté ou le pays. Il ne reste rien. Partout en Afrique, les Chinois offrent des bourses pour étudier en Chine. Ils ont de bons instituts miniers. Si vous allez à Addis Abeba, le siège de l'Organisation de l'Unité africaine y est, il a été construit par les Chinois. Si vous allez à Nairobi, l'autoroute vers la ville a aussi été faite par les Chinois. Encore une fois, à Addis Abeba, ils ont construit un monorail. Ils ont cet objectif, pas soutenir les pays dans leur développement. Récemment, nous avons publié un livre sur l'exploitation des richesses de l'Afrique. Il y a tout un chapitre sur la Chine. La conclusion est que les entreprises chinoises ne sont ni meilleures ni pires que celles qui étaient d'avant elles. Il y a des exemples remarquablement réussis et des exemples choquants de mauvaises pratiques. Peut-on parler avec le chef traditionnel? Vous voyez ce bâtiment là-bas, le premier de la rangée, au sommet? Le marron? Oui, le marron. C'est son bureau? Oui. Merci. Nous y allons. Ce gaz était comme... C'est quoi ce truc? 2 Russes frappent à la porte. Et voici le bureau du chef local. Nous aimerions voir leader de l'administration traditionnelle locale. Il devrait passer bientôt. Voici son adjoint. Et moi, pour être honnête, je m'apprêtais à partir. Et quand reviendra-t-il? Le chef. Est malade. Mais vous pouvez discuter avec elle. C'est notre secrétaire. J'aimerais d'abord entendre exactement quel est le but de votre visite. Nous filmons sur les communautés locales, les mines, comment cela affecte les résidents locaux et leurs impacts, la transition verte, les nouvelles technologies. Ici, nous avons tous des tâches différentes et le responsable désigne des personnes habilitées à répondre à de telles questions. D'accord. Si cela dépasse votre compétence, alors nous rendons le micro. Je suis désolé que le responsable soit malade. Mes meilleurs vœux aux responsables et à toute la communauté.
L'Afrique est indépendante et riche. Pourquoi cette richesse s'échappe-t-elle encore entre les doigts? Parce qu'au lieu des colonisateurs blancs, ce sont maintenant les siens qui la pillent. Il s'avère que les lois accordent de grands droits aux communautés locales. Mais qui le savait? Ceux qui le savaient se sont enrichis. Ce qui s'est passé dans le village de Huis explique pourquoi, en Namibie, un pays à revenu moyen élevé, 400 000 personnes vivent avec $2 par jour, tandis que 3 300 personnes sont millionnaires en dollars. La Namibie est fabuleusement riche. Elle est indépendante depuis 30 ans. Et pourquoi n'a-t-elle pas atteint la prospérité à laquelle elle aurait pu s'attendre? Nous avons vu un grand groupe de soi-disant élites avec des connexions politiques qui réalisaient d'énormes profits, mais ne partageaient rien au niveau inférieur. C'est probablement ici que nous avons pris un mauvais tournant. Mais il me semble que nous avons appris beaucoup de leçons au cours des 34 dernières années. Beaucoup souhaitent des changements. Récemment, nous avons créé un fonds souverain de bien-être qui devrait aider ceux qui ont été laissés pour compte. Ainsi, notre démocratie devient plus mature. Le paradoxe de l'Afrique indépendante est qu'elle doit compter sur les anciens impérialistes, espérant qu'ils abandonneront soudainement leurs habitudes et commenceront à faire preuve de conscience. C'est peu probable, car ils seraient immédiatement dévorés par des concurrents moins consciencieux. Les Africains doivent obtenir une répartition équitable des bénéfices. Souvent, nous voyons que la vie de la population locale ne fait qu'empirer à cause de l'exploitation. Les rivières sont polluées, la pêche est détruite, la terre est abîmée, la criminalité et la prostitution arrivent dans ces pays. Une gestion correcte de l'exploitation est nécessaire. La gestion correcte ne doit pas être mise en place uniquement par les pays africains. Cela doit être abordé au niveau international. C'est incroyable. Comment le système se reproduit déjà au XXIe siècle. L'Afrique indépendante tourne en rond comme à l'époque, de la ruée vers l'or et les diamants. Les ressources sont cédées pour une bouchée de pain, les mines asservissent les vies humaines. La pauvreté engendre une nouvelle pauvreté. Le pouvoir de l'argent paralyse et corrode les gouvernements. Et alors, les gouvernements commencent à s'intéresser à la valeur principale, la terre. Et elle est en général toujours entre les mains des fermiers blancs. Mais c'est un sujet immense, à part entière, et nous en parlerons dans une autre histoire.